sur les enjeux justement de démocratie participative avant de passer au dernier temps de l'après-midi. On va essayer de ne pas trop dépasser dans le temps. On avait prévu de terminer vers 19h30. On fait au mieux. Merci Benoît pour l'invitation, merci à la Fabrique des Transitions, merci à Modèle Mugares pour le covoiturage. Donc je suis Benoît Chanas, je suis un des membres cofondateurs de Voisin Project, qui est un collectif d'habitants, de citoyens qui a été créé en 2023. Je vais vous présenter un petit peu le territoire pour ceux qui connaissent un peu moins l'Isère que moi. Et puis après je vous expliquerai comment on est né. Voisin Project, étymologiquement, c'est un espèce de jeu de mots entre un projet pour Voisin et la capacité de projection qu'on peut avoir à 10 ans, 20 ans, 30 ans sur le territoire. On a l'ambition de s'inscrire sur le temps long et de, en toute modestie, entre guillemets, de développer notre capacité d'être un petit peu visionnaire. On est sur un territoire qui a été pionnier à une époque. C'est-à-dire qu'il y a deux... alors si on colle le territoire de Voisin avec la Comcom, pour vous situer ça, c'est 19 communes. Il y en a qui sont très petites. C'est 11 000 habitants, 2800 dans le groupe principal, la Voisin. On a deux grandes stations de renommée internationale qui sont les Deux Alpes et l'Alpe d'Huez. Donc c'est 2000 habitants à peu près pour les Deux Alpes et 1200 habitants pour l'Alpe d'Huez. Donc d'un côté, on a ce territoire qui est relativement petit, avec des petites communes rurales et avec un poids démographique qui est relativement faible. Et après, on a un nombre de saisonniers qui travaillent en station durant l'hiver et l'été qui est extrêmement important. C'est 93 000 lits touristiques et 5 millions de nuitées annuelles. Je vous situe un petit peu le contexte touristique. À l'automne 2023, donc il y a 2 ans, il y a une petite association de glaciologues dont je fais partie qui a voulu célébrer les funérailles d'un glacier parce que le glacier de Sarenne était en fin de suivi scientifique, était considéré comme mort par les scientifiques. Donc il y a eu une petite cérémonie d'adieu à ce glacier et suite à ça, la réaction des élus a été relativement épidémique, un petit peu violente. Donc c'est là qu'un certain nombre d'habitants du territoire ont réalisé, en tout cas ça a été un petit peu un déclic, on s'est rendu compte qu'effectivement il y a parmi les élus du territoire certains qui sont climato-sceptiques et prononcer la fin du glacier de Sarenne, c'est aussi quelque part remettre en cause la pérennité du ski. On a la station des Deux Alpes, c'est un des 4 endroits en France où on peut encore faire du ski d'été, sur le glacier de la Gérose. On a, j'allais dire, contrairement au Massif Central, on a cet avantage, cet inconvénient d'avoir 20 ans d'avance. On sait qu'on va encore pouvoir skier pendant 20 ou 30 ans dans des conditions relativement confortables, mais monnayant des investissements extrêmement importants. Il y a des investissements qui ont été faits depuis quelques années sur les domaines skiables qui sont extrêmement importants et qui nous paraissent déraisonnables. La compagnie d'exploitation des remontées mécaniques, donc qui s'appelle la SATA, c'est la société d'exploitation touristique de l'Alpe d'Huez, a investi sur le domaine des Deux Alpes 150 millions d'euros à échéance 30 ans pour renouveler un télécabine. Évidemment, il y a un plan industriel, il y a un plan commercial derrière qui a été calculé, un plan de financement avec les banques, mais considérant l'accélération du dérèglement climatique, nous, Voisin Project, on considère que c'est déraisonnable d'investir des sommes autant importantes sans en réserver une petite partie au financement de la transition. On est sur un territoire où malheureusement, transition, ça sonne un peu comme un gros mot. Donc du coup,
l'automne 2023, on crée notre collectif suite à cet enterrement du Plessis de Sarenne, et on a notre première réunion publique au printemps 2024, où on rassemble à peu près 70-80 participants. On était plutôt contents du remplissage de la salle. Et donc on a fait plancher les participants sur 4 grandes thématiques, via des tables rondes, sur les thématiques donc, de l'habitat permanent, de la mobilité, de l'économie et de l'identité de territoire. C'était un petit peu notre coming out, donc première réunion publique, et pour l'anecdote, on s'est aperçu, on a eu la surprise en sortant de la réunion que le parking et les voitures avaient été bombardées de pommes de terre. Donc on a trouvé ça à la fois rigolo et pathétique, mais c'est pour vous donner une idée un petit peu de l'état de tension qu'il peut y avoir sur ces problématiques-là. On est sur un territoire où l'argent est le roi, où l'argent ruisselle, et c'est pas évident de lever la main pour poser la question de la pertinence des investissements publics sur l'économie touristique. On a une des questions qui a été abordée sur cette première réunion publique, c'est celle de l'habitat permanent, c'est-à-dire qu'il y a une vraie crise du logement. Paradoxalement, on est sur un territoire où il y a des dizaines de milliers de lits froids, c'est-à-dire des propriétaires secondaires qui n'habitent dans leur résidence secondaire que quelques semaines par an, et à côté des habitants de la vallée qui ont du mal à se trouver de manière permanente à l'année. On a poursuivi notre développement en organisant des conférences, des rencontres, et on a notre première, il y a eu cette première réunion publique, et ensuite on a organisé une conférence justement avec Stéphane Labranche, qui est sociologue du climat, et qui est venu nous faire une conférence qui était intitulée de manière un petit peu parodique « Pourquoi il ne faut pas parler du dérèglement climatique ?» Et donc c'était assez intéressant Stéphane Labranche nous expliquer que ce n'est pas en faisant peur au grand public qu'on va améliorer la perception on va travailler, on va progresser sur les questions de changement climatique, sur les questions de comportement individuel. Donc il y a eu cette conférence de Stéphane Labranche. Ensuite, on a organisé une autre conférence qui s'appelait « Que font nos voisins en matière de transition ski ?» Et là, c'était une manière de faire une sorte de benchmark comparatif entre les différents territoires qu'on pouvait avoir autour de nous. Et donc, on avait à cette occasion invité le DGS de Tignes, comment il s'appelle ? Clément Collin. On avait invité nos voisins, quasiment nos voisins de vallée, qui sont l'association La Morte Vivante, puisque l'Alpe du Grand Cerf est vraiment le domaine skiable qui est à proximité aux portes du territoire. Et puis on avait invité un autre collectif de citoyens qui s'appelle, que sûrement beaucoup d'entre vous connaissent, qui s'appelle Vercors Citoyen, qui j'allais dire, nous, voisins convaincus, on n'aspire pas à devenir Vercors Citoyen, mais c'est un peu le même. Enfin, en tout cas, Vercors Citoyen, c'est quand même un collectif qui est énorme parce qu'ils sont à peu près à 1000 adhérents au pic. Mais disons, en tout cas, la baseline, c'est un petit peu la même. C'est de fédérer les énergies locales et de réfléchir aux questions de développement local en essayant de tirer les bonnes ficelles. Et donc, plus récemment, on a fait une dernière conférence où, cette fois-ci, on a invité Olivier Armand, qui est un biologiste et qui est venu nous parler de la robustesse versus la performance. C'était des choses qui étaient aussi très intéressantes. Au-delà de ces événements, est-ce qu'il y a une visée politique et comment elle se traduit dans votre démarche? Est-ce qu'il y a une visée politique alors, je pense politique non politicienne, hein, mais politique au sens propre et noble du terme, si je puis dire, dans le territoire, pour pouvoir aussi agir, avoir des moyens d'agir au niveau décisionnel du territoire.
rapport aux autres démarches qu'il y a sur le territoire. Je ne sais plus si tu en as parlé, je me suis absenté 2 minutes, notamment au niveau du schéma de cohérence territoriale. Est-ce que c'est aussi un axe sur lequel vous essayez de travailler? Alors oui, on est une association transpartisane. On a été assez rapidement, on a été catalogué comme association d'opposition, ce qui nous permet pas vraiment de travailler avec les élus locaux, on regrette, mais on a été un petit peu catégorisé. On se considère comme faisant partie de la société civile et on est là comme force de proposition. Dès qu'on a l'occasion d'interpeller les élus, on le fait. On n'est pas vraiment impliqué dans le SCOT parce qu'on a une autre association locale aussi qui s'est créée après en même temps que nous, qui s'appelle OPIC et qui, elle, s'est vraiment investie sur les questions d'urbanisme et du schéma de cohérence territoriale. Et est-ce que le collectif a pour vocation, par exemple, d'essayer de pousser, ou en tout cas peut-être de favoriser l'émergence on a des élections l'année prochaine, de candidats, alors qui ne seraient pas édictés au hasard project, mais en tout cas qui arriveraient avec une nouvelle vision et qui porteraient peut-être les idées ou les projets que vous souhaitez promouvoir. On a dans nos membres, parmi nos membres, on a effectivement des candidats aux élections municipales sur la commune du Beauvoisin, sur la commune de la Péluez, qui se nourrit de nos réflexions internes pour porter un projet alternatif. Après, on a essayé de nouer, c'est toujours pas évident parce qu'on sent que comme on a été un peu catalogué par les élus, à chaque fois qu'on a eu des démarches, qu'on a essayé de se rapprocher des techniciens de la communauté de communes, alors non pas qu'on soit des pestiférés, mais on a un peu de réticence en fait. On sent un peu de réticence à travailler avec les techniciens ou à échanger, à part avec la personne qui gère le plan climat, sur lequel on a des échanges réguliers, mais sinon c'est pas évident essayer de collaborer avec les techniciens parce que c'est pas non plus la voie habituelle de faire. Je pense que on n'est pas légitime, il n'y a pas c'est pas la procédure classique qu'un collectif de citoyens puisse directement travailler ou contacter les techniciens territoriaux. Moi je voulais réagir par rapport à ça, Benoît, parce qu'en effet, tu parlais de l'accord citoyen et le cas de Voisin Project, parce qu'on est sur 2 collectifs citoyens, vous n'êtes pas des associations, vous n'êtes pas des partis politiques, et à chaque fois on retrouve vraiment cette vision de la coopération. On voit bien qu'il y a un enjeu de posture à travailler entre élus du territoire, collectifs citoyens. Moi j'ai été impressionnée justement à la première rencontre que vous avez organisée. Vous aviez quand même le président de Comcom et tous les élus du territoire qui étaient là au premier soir, parce qu'en effet ça fait bouger toute une dynamique locale, un collectif comme Voisin Project, ça vient secouer le territoire au sens positif du terme. Et en même temps, après dès qu'on va sur le débat d'idées, on voit bien qu'il y a des formes qui se ferment, et ce que tu expliques, en disant du coup si on va sur le débat d'idées, c'est que du coup ils sont forcément d'opposition, comme s'il y avait on coupe tout de suite la co-construction. Et ça, moi je le sens, Montagne Wilderness, vu qu'on a une association et qu'on reconnaît l'utilité publique, etc., on peut plus facilement avoir ce lien avec les élus du territoire et les institutions. Ils sont obligés de nous mettre autour de la table, même si des fois on peut avoir des désaccords. Mais c'est vraiment dommageable pour les collectifs qui sont dans une démarche de co-construction, et je me permets de citer quand même Bertrand Citoyen, parce que ça peut inspirer le territoire. Je ne sais pas si toutes et tous vous connaissez ce collectif. Vous avez peut-être tous entendu parler du projet Tony Parker. Voilà, le Verdelan. C'est un collectif citoyen qui a travaillé par exemple à un projet alternatif de délégation de services publics, donc qui était basé contre le projet de Tony Parker, mais qui était pour le territoire, pour une autre manière de vivre. Et quand l'intelligence citoyenne, avec autour de la table, comme chez Voisin Project, on a des directeurs d'entreprise, des chercheurs, des jeunes, des moins jeunes, etc. Et qu'on arrive pour le coup dans le Vercors à une propos d'édition de délégation de services publics, et peut-être qu'un jour vous en ferez une pour un autre territoire, j'en sais rien, c'est quand même des grandes forces, et c'est dommageable
de voir que les postures et le manque de coopération empêchent des dialogues. Alors, je voulais juste partager ça, parce que ça faisait vraiment lien avec l'introduction tout à l'heure de moi. Et moi j'ai une question. Quand je viens de la Chambre, on parle beaucoup de composition, notamment l'organisation publique, comment on compose avec d'autres forces préexistantes, etc. Donc là j'ai l'impression que votre mobilisation elle est beaucoup située au départ autour des problématiques environnementalistes ou du climat. Mais est-ce que, par exemple, vous avez commencé à ouvrir des questions sur le logement, est-ce que ça vous amène à composer avec d'autres associations qui peuvent être déjà sur le territoire? Typiquement sur le droit au logement, il y a des personnes qui sont mal logées, qui ont des enjeux politiques, qui peuvent se rejoindre, et qui ne parlent pas forcément du climat, mais qui peuvent être amenés à coopérer avec vous. Est-ce que il y a des croisements, des alliances qui se font dans votre... On n'a pas un tissu associatif qui est très élaboré, mais effectivement on essaie de